3, 2, 1, 0. Alex Duthil, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes journaliste sur France Musique et vous animez tous les jours une émission de jazz, Open Jazz, à 18h. Alors, sur les 12 interviews qu'a donné John Zorn dans sa vie, vous en avez obtenu 3. Comment vous avez fait ? J'ai mis 10 ans, si vous voulez avoir les détails. Il m'a posé des lapins, il m'a dit oui, et puis il venait pas au rendez-vous. Et puis, en fait, comme j'étais à l'époque rédacteur en chef d'un mensuel qui s'appelait Jazzman, il m'observait parce que il est polyglotte, il comprend parfaitement le français, il lit le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, etc. Et il lisait ce que j'écrivais sur lui. Et un jour, je lui ai dit, on va faire un numéro spécial sur toi, sur ta musique, sur ton itinéraire, sur le parcours. Et comme je sais que tu donnes pas d'interview, on va le faire en interrogeant les musiciens qui ont joué avec toi, et puis en analysant les disques, etc. Et là, quand je lui ai dit que j'avais pas besoin de lui, il m'a dit, mais je suis prêt à donner une interview. Voilà comment on obtient, c'est de la mévente, ça s'appelle comme ça un Exactement, peu. Et ça a marché. Alors, John Zorn, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pape de la Jewish Radical Culture. Alors, 2 questions. C'est quoi d'abord la Jewish Radical Culture ? Alors, c'est un concept qu'il a mis au point, pas tout seul, avec Marc Ribot, le guitariste, Alors, les deux, en plus, c'est très particulier parce que c'était en 1992 qu'il y a eu une crise d'identité chez John Zorn à la disparition de son père. Ses parents sont juifs, new-yorkais, mais lui, il n'était absolument pas pratiquant. Et au moment où il a été élevé à l'école et puis au collège et au lycée des Nations Unies, donc dans un univers extrêmement multiculturel. Et éloigné du judaïsme. Exactement. Et quand son père est mort, il a fait, il s'est questionné sur son identité et il a eu envie de creuser la question. Et avec Marc Ribot, ils ont publié un manifeste de la Radical Jewish Culture. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste ? Alors, il revendique le fait que la tradition est en mouvement. Et c'est une réaction à l'orthodoxie, en disant la culture juive musicale notamment, et notamment à New York et aux États-Unis, qui a été très marquée par la musique klezmer, elle est restée figée. Or, la musique, alors il prenait l'exemple du jazz, qui, sur moins d'un siècle, a eu des transformations incroyables, de la Nouvelle-Orléans au free jazz, en passant par le jazz rock, etc. Il dit, mais quand une musique est vivante, elle doit évoluer. Et donc on ne peut pas raisonner sur une musique juive sans la faire évoluer. Et c'était ça leur philosophie. Et pour l'illustrer, il a créé un label, John Zorn, qui s'appelle Tzadik. Homme juste. Exactement. Et c'est déjà tout un programme. Et il a accueilli des projets de musiciens pour lesquels il ne suffisait pas qu'ils disent « je suis juif, je propose une musique juive », il fallait que la musique soit intéressante pour lui. Il fallait qu'il y ait une part de créativité. Il fallait qu'il fasse bouger les lignes. Et donc, sur ce label, il y a une collection qui s'appelle Radical Jewish Culture, où il y a aujourd'hui, le rythme s'est ralenti aujourd'hui, mais sur les 10 premières années, il y a eu quasiment 150 albums, avec pas uniquement des musiciens américains d'ailleurs, il y a eu des musiciens cubains, il y a eu des musiciens français. Le premier de la série, c'était David Krakauer, qui a fait... C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est lié forcément à David Krakauer. Mais oui, parce que David, il a totalement la tradition klezmer, déjà par son instrument qui est la clarinette, et en plus, David Krakauer est un fin connaisseur de l'histoire du jazz. Moi, je sais qu'un jour à New York, il m'a amené visiter Harlem, et on est allé de
bloc en bloc devant les maisons qu'avaient habitées Sidney Bechet, Coleman Hawkins, Duke Ellington, John Coltrane, etc. Il connaissait tout. Et donc, Krakauer, c'était un peu l'exemple parfait d'un musicien qui part de la tradition, mais qui en fait autre chose parce qu'il a d'autres bagages. Ça émerge downtown à New York dans les années 90, ce mouvement-là. Il y a 30 ans, exactement. Et voilà, et en fait, ça émerge au même moment que le hip-hop, que le rap. Au même moment, ça émerge avec des groupes très identitaires, puisqu'on parlait d'identité, comme par exemple les Public Enemy. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux mouvements musicaux et leur émergence ? Absolument pas. Je crois pas. C'est un phénomène urbain, le hip-hop, c'est des banlieues américaines, alors que pour la radical Jewish culture, c'est plus une question d'identité. Il y a eu des groupes qui venaient de Boston, il y avait beaucoup de New-Yorkais, évidemment, parce qu'on sait que la communauté juive à New York est très importante, mais il y a eu des échos ailleurs sur la planète. Et c'est cette question qu'a posée Zorn avec Ribot de comment faire évoluer cette musique-là et comment être créatif sur cette musique-là qui a suscité des vocations. Et quand la porte a été ouverte pour accueillir des productions de jeunes musiciens et de jeunes groupes, ben il a eu plein de sollicitations. Et sur la scène rock, underground ou folk rock, il y avait aussi Bob Dylan, Iggy Pop, c'était ça des artistes juifs pour le coup, mais qui avaient modifié leur nom parce que en fait, effectivement, peut-être qu'ils estimaient que la musique qu'ils faisaient ne s'adressait pas spécifiquement aux juifs, ou en tout cas, c'était pas comme ça qu'ils voulaient la porter. John Zorn, comment ça se place sur un échiquier pareil ? Ah, il y a rien qui est masqué. Chez Zorn, il y a, je sais pas, un des groupes qui a enregistré dans cette collection, dans les premiers, s'appelle Hasidic New Wave. Ça dit tout. Le nom est clair. Il y a eu quand David Krakauer a fait son premier album, son groupe s'appelait Klezmer Madness. Il revendiquait. Il y avait les mots étaient là, ils n'étaient pas travestis. Quand vous interviewez John Zorn, puisqu'on l'a dit, vous avez eu l'occasion de le faire 3 fois chez lui, en plus sur les 12 interviews au total qu'il a données dans sa vie. Donc, quand vous l'interviewez et que il parle de ses racines, de ce qui s'est passé après la mort de son père, le fait qu'il recherche un peu des marqueurs identitaires, comment il en parle ? Alors, il en parle avec beaucoup de précaution, parce qu'il a été extrêmement contesté. Sur les réseaux sociaux, notamment, cette question de radical Jewish culture l'a fait passer pour un hérétique vis-à-vis des traditionalistes et pour un identitaire extrémiste vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas de la communauté juive. Et il était attaqué des deux côtés. Et il s'est aperçu qu'il pouvait se faire piéger avec cette question, alors que son intention de départ était beaucoup plus universaliste. C'était juste de dire, voilà d'où je viens, voilà ce que je peux amener comme contribution à l'évolution de la musique. Et du coup, quand je l'ai, par exemple, interviewé, j'ai voulu l'interviewer pour la radio, il a refusé d'être enregistré. C'est-à-dire, j'ai pu avoir des interviews enregistrées de lui sur le compositeur qu'il est, sur le jazzman qu'il est. Mais à propos de la radical Jewish culture, il m'a dit, on ferme le magnéto. Je te dis tout ce que tu veux, mais on l'enregistre pas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Ce que je vous expliquais là, sa difficulté à assumer cette contradiction d'être à la fois dans la tradition et dans l'avant-garde. Et alors lui, dans sa tête, c'était clair, mais il a considéré que chez ceux à qui il s'adressait, c'était ambigu.
Et voilà, après, sa musique et son bilan plaident pour lui. Parce que l'ensemble de ces disques-là constitue un moment très important de la culture juive du XXe siècle. Alors, justement, il y a un album aussi dont on peut pas éviter de parler, c'est l'album Kristallnacht, qui est très très difficile à écouter volontairement. Expliquez-nous la genèse de cet album et pourquoi justement c'est fait exprès que ce soit difficile à écouter. Alors tout est parti de là, en fait. Tout est parti de Kristallnacht. C'était même antérieur à la création du label. C'était en 1992. Il y a eu une commande d'un festival à Munich, en Allemagne. C'est ça qui est étonnant. Une commande à Zorn, et il a voulu faire, il a écrit une musique, avec une part d'improvisation évidemment, sur la nuit de cristal. Et cette musique est d'une violence incroyable à un certain moment, parce que pour le reste, c'est une musique tout à fait écoutable. Il y a un album qui existe, il y a des vidéos qui existent de ce concert qu'on peut retrouver assez facilement. Mais il y a un moment où c'est le cristal qui se brise effectivement avec un bruit d'une stridence incroyable, une stridence qui dure à peu près 1 minute. Et effectivement, c'est à peine supportable. Mais comme, évidemment, la nuit de cristal n'a pas été humainement supportable et socialement supportable. Vu d'aujourd'hui, c'était un geste très fort d'aller créer cette musique à Munich, en plein cœur de l'Allemagne. Et c'est à la suite de ça que, avec Ribot, ils ont mis au point tout leur raisonnement et leur manifeste, etc. Mais le point de départ, ça a été la création de Kristallnacht en 92. Et c'est après, l'année suivante, en 93, il y a un autre festival, mais qui est à New York cette fois, à la Knitting Factory, un lieu qui n'existe plus, mais qui a été très important dans la musique underground new-yorkaise. Et à la Knitting Factory, il a une carte blanche, John Zorn, et il vient d'enregistrer une musique de film, un film qui s'appelle The Thief, un film policier, en réunissant un quartet où il jouait lui du sax alto. Il y avait Dave Douglas à la trompette, Greg Cohen à la contrebasse et Joey Baron à la batterie. C'est un quartet qui ressemble, la formule alto, trompette, basse, batterie, c'est la formule d'Ornette Coleman. Sauf que la musique qu'il avait composée avait des consonances moyen-orientales. Et il trouve qu'il y a une alchimie dans ce groupe-là, dans ces individus, et dans la musique qu'ils produisent. Il se dit, je tiens quelque chose qui va devenir important. Et quelques mois après, avoir enregistré cette musique et donné un premier concert à ce festival, ils décident de les amener en studio d'enregistrement. Ils enregistrent 3 albums dans la même journée. Ils donnent un nom au groupe qui est Masada. Masada qui est un lieu culturel emblématique. Et ce groupe devient un phénomène, un succès énorme sur le public, parce que c'est une musique qui est à la fois enflammée et festive. Et du coup, il y a pendant les 10 ans qui suivent, c'est un des groupes phares de la scène du jazz international. Et Masada est né comme ça de ce qui a suivi Kristallnacht et de la façon dont Zorn a eu l'intuition que ces 4 garçons allaient créer quelque chose d'important. Et ça a été le cas. Dans Radical Jewish Culture, il y a radical. Comment vous expliquez le choix de ce mot ? C'est radical au sens anglo-saxon du terme. C'est-à-dire, c'est pas radical socialiste comme en France dans le Sud-Ouest. C'est radical au sens on coupe les ponts, on affirme quelque chose de fort. Et radical, en plus, dans la culture politique aux États-Unis, c'est plutôt être de gauche. C'est bousculer l'ordre établi. Et je pense qu'il y a fait cette idée de partir de la tradition, comme je le disais tout à l'heure, et de l'amener ailleurs. Et donc, le radical, c'est de dire Jewish, certes, mais radical, parce que il y a à la fois la tradition et l'avant-garde. Mais il a toujours dit, John Zorn, et il l'affirme dans le manifeste, que dans les 3 mots, radical,
Jewish culture, le mot le plus important, c'est celui qui n'est pas écrit, c'est musique. Pour lui, c'est la force de la musique qui prime. Et s'il avait à choisir entre une identité juive et une musique créative, il choisirait la musique créative. Alex Duthil, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes journaliste sur France Musique. Quand on vous entend pas sur Radio J, on peut vous entendre à 18h tous les jours sur France Musique pour votre émission Open Jazz. Merci beaucoup. Avec un plaisir. Vous avez compris que j'adore John Zorn. J'adore aussi. Ça tombe bien. Bonne journée. Au revoir.